Séance de travail pour la mission d'évaluation de la CEDEAO à l'Assemblée nationale. Les députés ont voulu comprendre comment cette mission accompagnera les forces armées maliennes dans la sécurisation et la libération des régions nord de notre pays. Le retour de l'administration dans les régions sous occupation, un comité de réflexion est à pied d'œuvre sur la question. L'information a été donnée par le colonel Moussa Sinko Koulibaly au cours de l'échange avec les partis politiques et la société civile. Pour une bonne campagne agricole en 6e région, les Pays-Bas, via la Croix-Rouge malienne, versent plus de 200 millions de francs CFA dans la cagnotte. La convention de financement a été signée ce matin. Nous sommes jeudi 12 juillet, Bamako s'est réveillé sous une grande pluie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. En ouverture de ce journal, 2 télégrammes au courrier départ de la présidence de la République à l'occasion de la fête nationale du Sud-Soudan. Le président de la République par intérim, Dionkunda Traoré, a adressé ce télégramme à son Excellence Salva Kiir, comme le télégramme est libellé comme suit. À l'occasion donc de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple frère du Soudan, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, je voudrais vous réitérer ma constante disponibilité à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération existant entre les 2 pays. En vous souhaitant plein succès dans votre œuvre de construction nationale, je forme des vœux sincères pour votre bonheur personnel et pour la prospérité croissante du peuple frère soudanais. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute considération, signée le président de la République par intérim. Et cet autre télégramme à son Excellence Monsieur Hugo Raphaël Chavez, président de la République bolivarienne du Venezuela. À l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est agréable d'adresser à votre Excellence ainsi qu'au peuple vénézuélien, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je forme des vœux sincères de bonne santé et de bonheur pour votre Excellence, de progrès et de prospérité croissante pour le peuple vénézuélien. Je vous prie d'agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Cheikh Modibo Diarra, est depuis hier, mercredi, à Niamey pour une visite officielle de 24 heures. À son arrivée dans la capitale nigérienne où il a été accueilli par son homologue Brigui Rafini, il a dit être venu remercier le président Issoufou Mahamadou et le peuple nigérien pour leur appui au gouvernement et au peuple du Mali. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra a passé en revue aujourd'hui les éléments du contingent militaire malien à Niamey sous la conduite du colonel Gamou. Il les a félicités et les a encouragés à se tenir prêts pour la libération des zones occupées dans le nord du Mali. À cette occasion, le Premier ministre a réaffirmé que des efforts multiformes étaient en train d'être déployés par le gouvernement en vue de la reconquête du nord du pays. Le Premier ministre a aussi eu une séance de travail avec son homologue nigérien avant d'être reçu en audience par le président nigérien. Le chef de l'État nigérien a réaffirmé la détermination de son pays à continuer d'aider le Mali dans cette phase actuelle après avoir mis en exergue la communauté de destin entre les 2 nations. Le Premier ministre a renouvelé la gratitude du Mali aux autorités et au peuple du Niger. Le Premier ministre, après le Niger, a ainsi bouclé ses visites dans les pays du champ qui comprennent l'Algérie et la Mauritanie.
Le Premier ministre Cheikh Modibo, donc après Niamey, est arrivé aujourd'hui même à Dakar en provenance de Niamey. Comme au Niger, le Premier ministre discutera avec les autorités sénégalaises des questions bilatérales ainsi que des derniers développements au Mali. Au cours d'une rencontre prévue avec le président sénégalais Macky Sall, le Premier ministre présentera la réalité de la situation au Mali en matière institutionnelle ainsi que les efforts en cours pour la reconquête du nord du pays. La rencontre a lieu quelques jours après les réunions de la CEDEAO à Yamoussoukro et Ouagadougou sur les moyens de sortie de crise. Je vous le disais dans les titres, une forte délégation d'une dizaine d'officiers experts de la mission d'évaluation technique de la force en attente de la CEDEAO a été reçue cet après-midi à l'Assemblée nationale pour une séance de travail. Au cours de cette rencontre, les députés ont discuté des objectifs fondamentaux de la mission des forces armées de la CEDEAO, décidée à aider les forces armées maliennes pour libérer le nord du Mali. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. Tenue dans la salle Awa Keita de l'Assemblée nationale, cette séance de travail élargie avait regroupé non seulement les membres du bureau, mais aussi les membres de la commission défense de l'Assemblée nationale, invité principal, une mission d'évaluation technique de la force en attente de la CEDEAO. Le Mali a des problèmes. Ce n'est pas la première fois qu'un pays africain connaît ce genre de problème. Ce n'est pas la première fois, du reste, que le Mali lui-même connaît un problème. Mais la gravité de la situation aujourd'hui s'explique par le fait qu'en plus des problèmes politiques, le Mali est envahi par une horde de terroristes, de narcotrafiquants, et par conséquent, il est extrêmement important que nous puissions prendre au sérieux ce qui se passe dans le nord du Mali, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la sécurité du Mali. Ce n'est pas un problème du Mali, c'est un problème de la sous-région, c'est un problème de toute l'Afrique. Et comme j'aime à le dire, les conséquences collatérales vont toucher le monde entier. Basée sur l'assistance mutuelle et la solidarité, la CEDEAO tient à aider tout pays membre en difficulté sans imposition quelconque, même si la situation du Mali est assez complexe. La CEDEAO n'a jamais imposé quoi que ce soit, puisqu'à toutes les réunions, la République du Mali a été présente. La République du Mali a ratifié tous les textes fondamentaux, tous les protocoles et tous les documents qui fondent les décisions de la CEDEAO et les actions de la CEDEAO. Alors, il serait vraiment inconvénient de penser que la CEDEAO viendrait imposer quoi que ce soit. Le temps presse et pour le président de l'Assemblée nationale, par intérim, il faut créer la confiance entre le peuple et son armée d'une part et l'armée et la CEDEAO d'autre part. Nous, Assemblée, nous avons confiance en notre armée malienne. Et nous aimerions que notre armée ait confiance en nous. Nous sommes des responsables. Nous n'avons pas d'autre mission que de sauver ce pays-là. Nous ajoutons qu'il faut la confiance entre l'armée malienne et l'armée de la CEDEAO. Si vous ne vous faites pas mutuellement confiance, nous ne pouvons pas avancer. Cette confiance, elle se crée par les démarches que vous allez mener. Elle doit être pédagogique. Autant les forces armées de sécurité ont fait honneur à notre pays en combattant au Libéria, en Sierra Leone entre autres, autant la CEDEAO se dit déterminée à aider notre pays qui doit être libéré, vaille que vaille. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a rencontré ce matin les représentants des partis politiques et de la société civile. Pendant 2 heures d'échange, il a été question de la situation sociopolitique de notre pays avec en ligne de mire l'organisation des élections présidentielles et législatives. La situation du Nord a pris le dessus sur les autres sujets. En la matière, un comité de réflexion a été mis en place pour le retour de l'administration dans les régions occupées. Cette information a été donnée lors de la rencontre par le ministre Moussa Sinko, le colonel Moussa Sinko Koulibaly, compte rendu de Mohamed Diarra. Les échanges entre le ministre de l'Administration territoriale et les représentants des partis politiques sont généralement houleux. La présente rencontre élargie à la société civile n'a pas dérogé à la tradition. 2 points étaient à l'ordre du jour. La situation au nord du Mali et l'organisation des élections.
Ce dernier point suscite des interrogations. Le jour où il y aura le calme dans le nord, chacun sera dans son foyer, les réfugiés seront chez eux, nous pouvons parler des élections. Pour des élections, il faut quand même que le pays soit fédéré, il faut que le pays existe. Quand le pays est déjà entre les mains de rebelles qui l'occupent, il est difficile de parler d'élections. Le ministre est on ne peut plus clair dans sa logique. Pour ce qui concerne, est-ce qu'on doit parler des élections maintenant ou plus tard? Je pense que depuis le début, on est en train de parler d'élections, depuis la signature des accords. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle d'élections. Toutefois, la reconquête des régions occupées est primordiale. En la matière, le département de l'administration territoriale a pris le devant. Nous avons déjà mis en place un comité de réflexion sur le retour de l'administration dans les 3 régions, de Gao, de Kidal et de Tombouctou. Ce comité de réflexion est déjà à pied d'œuvre. On va assez rapidement ouvrir ce comité de réflexion à la classe politique et à la société civile pour nous permettre déjà d'établir les pistes de solutions qui nous permettront, moi je suis tout à fait optimiste, un retour rapide de l'administration dans les 3 régions. Les débats en profondeur ont porté sur le type de fichier à adopter. Sur ce point, la majorité des partis politiques optent pour le fichier biométrique. Les partis politiques ont accepté le principe de la révision de la loi électorale et l'organisation des élections couplées, présidentielles et législatives. À l'issue de 2 heures de débat parfois houleux, les violons semblent s'accorder. Nous sommes conscients, très conscients en tant que parti politique, d'être au chevet d'un pays malade, même Mali très malade. Et il va falloir qu'on s'en occupe, que chacun mette sa blouse de médecin, qu'on soit tous des médecins autour de ce malade. Crise dans notre pays, les États-Unis d'Amérique privilégient le dialogue pour aider le Mali à reconquérir son territoire occupé. C'est l'ambassadeur des États-Unis dans notre pays qui l'affirme. Mary Burt Leonard a rencontré cet après-midi à sa résidence les journalistes pour échanger avec eux sur la situation. Elle a saisi cette opportunité pour faire le point de la coopération entre son pays et le Mali et demander par la même occasion aux Maliens de travailler ensemble pour bien conduire la transition en cours. Ibrahima Traoré faisait partie des journalistes à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis dans notre pays. Il faut toujours prendre l'espoir du dialogue, n'est-ce pas? Parce que regardons un peu l'état du nord du Mali, et là je parle de ces citoyens, de ces populations qui ont déjà souffert les difficultés de la crise de sécurité alimentaire, encore plus aggravée par les difficultés, en fait, la perte de territoire. Et je crois que c'est une grande tragédie, la suite de coup d'État qui a entamé une détérioration nette d'une situation uniquement très difficile à vraiment quelque chose de beaucoup plus sérieux. Donc il faut privilégier le dialogue d'abord pour ne pas encore contribuer aux souffrances des gens du nord du Mali. Au-delà, je crois que les États-Unis ont toujours apprécié et soutenu les efforts du partenaire dans la région de gérer ensemble la sécurité. Malheureusement, une coopération directe avec le Mali et les États-Unis n'est pas possible, mais dans les autres partenaires du zone, bien sûr. Vous parlez justement de la coopération entre le Mali et les États-Unis. Aujourd'hui, est-ce que je peux savoir concrètement où est-ce que les 2 pays en sont? Est-ce que c'est carrément rompu, cette coopération-là? Non, ce n'est pas carrément rompu. Il y a des choses qui n'avancent pas. Bien sûr, la coopération militaire, mais bien sûr, là, c'est quand même rompu. Dans la coopération du développement, on est toujours là, surtout dans l'aide alimentaire humanitaire et aussi dans tout ce qui concerne la santé, les emplois des jeunes. Donc on est là soigneusement étudié cas par cas. Là, on peut toujours contribuer au bien-être des Maliens.
l'empêchement principal, c'est de ne pas pouvoir travailler aux voies du gouvernement du Mali, mais il y a plusieurs activités qui sont toujours en cours. Nous avons hâte de voir le jour où un gouvernement démocratiquement élu nous permettra encore d'avoir ce rapport dans toute son ampleur. Voilà, Madame l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique dans notre pays n'a pas fini de vanter les mérites de la coopération entre nos deux pays. Et voilà, nous venons de l'apprendre d'ailleurs, le président américain Barack Obama vient de débloquer, tenez-vous bien, 10 millions de dollars pour les déplacés maliens, soit environ 4 milliards 500 millions de francs CFA. Nous reviendrons sur cette bonne et importante information dans nos prochaines éditions. Le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie est depuis hier l'hôte de la cité des Balanzans. Maître Ahmadou Touré a visité des unités de production agroalimentaire et magasins d'approvisionnement en céréales, toutes choses qui s'inscrivent en droite ligne des objectifs de cette visite, notamment s'assurer du bon fonctionnement du système d'approvisionnement des populations en denrées de première nécessité. Amaguiré Ogoba Dolo, un de nos correspondants à Ségou. À l'orée du 5 mois de carême et à la lisière de la rude période de soudure, il convenait pour le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie de s'assurer du bon fonctionnement du système d'approvisionnement des populations en denrées de première nécessité à l'intérieur du pays. À Ségou, il a fallu 3 heures d'horloge et dans la nuit au ministre pour visiter le moulin moderne du Mali. L'usine comporte un complexe STB de fabrique de sucre, de tomates et de biscuits. Si les 2 premières unités finalisent leur équipement, la première est une unité moderne de production de sucre en carreaux, en poudre et en stick. À cela s'ajoute l'unité de fabrique de farine et enfin celle de fabrique d'aliments, bétail et volaille. La délégation ministérielle a en outre visité des magasins d'approvisionnement en céréales à travers la ville. Nous cherchons des opérateurs économiques qui comprennent les habitudes de consommation de leur population et qui sont capables d'adapter la présentation du produit non seulement aux conditions d'hygiène, mais aux conditions financières que les populations peuvent développer pour entrer en position de ces produits-là. À travers la rencontre avec la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie, le ministre entend dynamiser le civisme et le patriotisme des opérateurs économiques afin que l'unique combat qui prévale aujourd'hui soit la situation du nord du Mali. Nous sommes venus pour traverser cette zone de turbulence, libérer le nord, organiser les élections, mais en attendant, il faut nourrir les gens. Parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Nous ne voulons pas avoir un front à l'extrémité nord du pays et avoir un front aussi à l'intérieur du pays. Et le premier moyen de stabiliser la paix sociale, c'est leur donner à manger à des conditions acceptables. Les opérateurs économiques s'engagent à jouer pleinement leur rôle. Nous sommes à Ségou, restons-y. Plus précisément à Pelingana. Pelingana, c'est un quartier de Ségou, pour ceux qui connaissent Ségou, où l'Agence des musulmans d'Afrique, AMA, a procédé à la remise d'une quantité importante de denrées alimentaires aux déplacés du Nord. Le coût total est estimé à 20 millions de francs CFA. Brahima Kone. 27 tonnes de vivres pour 350 familles déplacées du nord à Ségou et Pelingana. Ce don est la 3e étape après Mopti et San d'un processus de ravitaillement des déplacés du nord enclenché par l'Agence des musulmans d'Afrique, AMA. L'AMA est une agence de bienfaisance dont le siège se trouve au Koweït. Cette organisation estime que la solidarité est l'une des vertus de l'islam qu'il faut renforcer. L'islam et la solidarité, c'est une chose qu'on ne peut pas leur séparer. D'abord, ils ont senti même solidarité aux populations du Ségou d'abord, aux populations maliennes, qu'ils ont accueilli les personnes déplacées du Nord dans leur maison ici. Donc c'est cette solidarité laquelle les Maliens d'abord ont commencé à le faire. Donc après, ils ont venu en aide avec eux. Ça cadre bien avec l'association sociopolitique du Mali, puisque nous avons affaire avec les déplacés du Nord aujourd'hui. On les aide pour un temps bien déterminé
Vous êtes d'accord avec moi que ce qu'on a donné aujourd'hui, ça ne peut pas les servir à les nourrir tous les jours. Donc ils sont dans un contexte moral un peu difficile, mais il est plus souhaitable que la paix revienne, que les populations regagnent leur domicile d'origine. L'étape de Ségou et Pelengana a coûté 20 millions de francs CFA. Cet investissement dans l'humanitaire semble être un ouf de soulagement pour les grands logeurs et les déplacés du nord à Ségou et Pelengana. Les dons, ça nous fait plaisir, mais la paix, que ça revienne, c'est ça qui nous fait plaisir de plus que les dons. On veut la paix au Mali, vraiment. L'Agence des musulmans d'Afrique se propose de continuer à redonner la joie aux populations déplacées du nord partout au Mali. L'autre titre phare de ce journal, bientôt 2000 producteurs des périmètres rizicoles de Daï, Abadja et Koréomé dans la région de Tombouctou auront accès aux intrants agricoles et rations alimentaires. L'accord de financement de ce projet a été signé ce matin entre la Croix-Rouge malienne et l'ambassade des Pays-Bas. Le projet, qui est financé à hauteur de 229 millions de francs CFA, devra contribuer à soutenir les producteurs de la 6e région dans la réussite de la campagne agricole 2012-2013. Pour plus de précisions sur cette signature de convention, suivons ce reportage de Ramata à Konaté. Les termes de cette convention sont clairs. La Croix-Rouge malienne et l'ambassade du Royaume des Pays-Bas s'engagent dans la distribution d'intrants agricoles et autres produits à 2000 riziculteurs de la région de Tombouctou. Plus de 229 millions de francs CFA, c'est le coût de cette intervention. Elle consiste à envoyer des semences, des engrais, du fuel pour les motopompes, vers 3 coopératives de la plaine rizicole de Daï, Koréomé et Amadia. Actuellement, la situation est très précaire dans le nord, donc il faut vraiment aider les producteurs à pouvoir quand même sauvegarder leur récolte 2012-2013. C'est une action à risque parce qu'on sait pas, on espère que tout va arriver à temps. On est en retard un peu parce que les semences devraient être là vers le 15 juillet. Donc on espère vraiment que ça assure, ça sauvegarde la récolte pour des gens qui ont déjà beaucoup de problèmes. Il s'agit effectivement de la signature du protocole d'accord pour que l'activité régalienne d'agriculture qui se passe normalement dans cette région et qui nourrit l'ensemble de la région puisse se reprendre et continuer, se perpétuer, afin que toutes ces populations-là n'aient pas de problème avec tous les événements qu'on connaît. Nous sommes vraiment heureux que cette belle initiative soit prise. Au dire du président, ces dons seront mis à la disposition des bénéficiaires très prochainement. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a lui rendu visite ce matin aux nouveaux détenus du tribunal pénal international mis à la disposition de notre pays à la maison d'arrêt et de correction du Soudan. Ça, c'est en 2e région. Une occasion pour le ministre de faire le constat des conditions de détention des détenus dans les maisons d'incarcération à l'intérieur du pays. Agibou Koulibaly. Conformément à la convention qui lie notre pays au tribunal pénal international depuis 1999, le Mali a reçu 4 nouveaux détenus, ce qui fait un total de 19 détenus du tribunal pénal international dans notre pays. D'où cette visite du ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans la maison d'arrêt et de correction de Koulikoro pour constater les conditions de détention des détenus. Dans le cadre de l'accord signé en 1999 entre le gouvernement du Mali et les Nations Unies à travers le TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda, le Mali, État requis, est appelé à recevoir des condamnés du TPIR, à les entretenir aux frais des Nations Unies. Jusque-là, ça marche très bien. Pas plus qu'avant-hier, nous avons reçu 4 nouveaux pensionnaires. J'ai tâté le pouls de l'ambiance qui règne ici et je pars satisfait de cette visite-là. L'accord signé en 1999 prévoit que l'État requis puisse soumettre au président du TPIR à travers le greffier en chef des demandes de grâce ou de commutation. Des demandes nous ont été adressées, nous allons les examiner avec toute l'attention qu'il faut. Cette visite du ministre de la Justice, garde des Sceaux, a permis à l'administration pénitentiaire de Koulikoro de faire un plaidoyer en faveur de ses pensionnaires. Nous avons dit au ministre vraiment de penser à faire des ateliers pour que les détenus apprennent un métier à leur sortie pour qu'ils puissent se servir à eux-mêmes, à la communauté, à la société entière.
Et les difficultés, c'est le fait qu'on n'a pas de quartier pour mineurs, on n'a pas de quartier pour femmes. C'est ce problème de pouvoir les abriter parce qu'il n'y a pas d'infirmerie aussi. Nous avons visité le quartier des détenus du TPIR et le quartier des détenus maliens. Le contraste est saisissant. Cela doit nous appeler à agir pour améliorer les conditions au niveau des détenus maliens. À noter que la maison d'arrêt et de correction de Koulikro compte actuellement 180 détenus, dont 146 condamnés et 2 mineurs. En parlant de TPR, la transition, elle est toute trouvée pour ouvrir une fenêtre sur l'actualité hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, le pays prépare l'insertion des ex-combattants. L'opération démobilisation, désarmement et réinsertion DDR en cours depuis 2007 avec l'accord politique de Ouagadougou et interrompu par la présidentielle de 2010, puis la crise post-électorale a repris en Côte d'Ivoire. La semaine dernière à Bouaké par le ministre délégué à la Défense, Paul Kofi, le processus qui semble être une remise à plat de tout ce qui a été fait jusqu'ici laisse des interrogations, surtout du côté du PNRC, l'organisme qui s'occupe de l'identification des ex-combattants. Le ministre délégué à la Défense s'est rendu à Bouaké, le fief des ex-combattants. Les ex-combattants sont à bout de souffle, à bout d'impatience. C'est à Bouaké, le fief de l'ex-rébellion, que le ministre de la Défense ivoirien a lancé une grande opération de recensement des anciens combattants. Objectif, préparer leur réinsertion. Nous sommes en 2012 et la crise est terminée depuis 2011. Et que sont devenus les gens? Où sont-ils? Que font-ils? Nous avons besoin de connaître tout cela. Nous avons eu des programmes par le passé, il faut les réadapter. Les anciens combattants, les voici qui se pressent à la cérémonie bien décidée à se faire entendre. Nous, on attend qu'on fasse quelque chose pour nous, que ce soit du travail, que ce soit de l'argent, peu importe. Ahmed Traoré est l'un de ces ex-combattants. Il se faisait appeler le général. 10 ans passés sous le drapeau des forces nouvelles, mais aujourd'hui il se sent abandonné. Parce que quand quelqu'un est comme ça, et qui se retrouve aujourd'hui comme ça, dans la rue, sans voix, c'est-à-dire que sans rien, aujourd'hui là, sans rien, vraiment c'est regrettable. Ahmed Traoré a à peine de quoi vivre jour le jour. Il se débrouille comme il peut avec sa librairie par terre. Les promesses, il n'y croit plus, car depuis 10 ans, les opérations d'identification, de démobilisation et de réinsertion se succèdent sans grand résultat. C'est bien beau d'envoyer des gens pour faire les recensements, mais il est préférable que d'urgence, qu'on nous enlève les pantalons déchirés, qu'on nous donne des bons pantalons. Je parle au ministre, je parle en tant qu'ex-combattant. S'il est là aujourd'hui, c'est parce que nous avons sacrifié notre vie. Nombre de ces anciens combattants ont gardé leurs armes. Une menace potentielle qui rend leur réinsertion d'autant plus indispensable. L'actualité à travers l'Afrique, à pas de course, la Libye avec une manifestation de journalistes, visite du nouveau président égyptien en Arabie Saoudite, le Togo qui n'a plus de gouvernement et cet incendie au Nigeria devenu le lot quotidien des populations. Au moins 95 morts dans l'incendie d'un camion-citerne au Nigeria. L'accident s'est produit jeudi près de Port Harcourt. C'est un véhicule qui s'est renversé sur la route. La foule s'est alors précipitée pour récupérer du carburant. Le camion a pris feu pour une raison inconnue. Au Togo, la démission surprise du Premier ministre. Gilbert Fossou-Ngumbo occupait ce poste depuis 2008. Officiellement, aucune raison n'a été donnée pour ce départ, mais il intervient sur fond de crise socio-politique avec les manifestations du collectif Sauvons le Togo. Ce regroupement de partis politiques et d'associations réclame des élections transparentes et la mise en œuvre d'un rapport de la Commission nationale des droits de l'homme sur la torture. C'est à l'Arabie Saoudite que le nouveau président égyptien a réservé sa première visite à l'étranger. Mohamed Morsi a été reçu mercredi par le roi Abdallah. Un entretien qualifié de fructueux.
Il s'agissait surtout de réchauffer les relations entre les deux pays au point mort depuis 1 an et demi. Les Saoudiens, alliés d'Hosni Moubarak, étaient en effet hostiles à la révolution égyptienne. De plus, ils entretiennent des relations difficiles avec les frères musulmans, parti dont le président Morsi est issu. Ils manifestent pour réclamer la libération de leurs confrères, 2 journalistes qui travaillaient pour une télévision de Misrata et enlevés à Bani Walid, l'un des derniers bastions de Mouammar Kadhafi. Cet enlèvement a fait monter la tension entre ces 2 villes, aux relations déjà très difficiles. Une partie des combattants anti-Kadhafi qui ont participé au siège de Bani Walid étaient en effet originaires de Misrata. Retour à l'actualité nationale des engrais et semences certifiés pour les ménages pauvres et très pauvres de la commune rurale de Ourikela. C'est dans le cercle de Yorosso. L'initiative de Save the Children, qui s'inscrit dans le cadre de son projet de sécurité alimentaire, vise l'augmentation de la production agricole dans le cercle. La cérémonie de distribution des intrants était présidée par le préfet. Un compte-rendu signé Sidi Djourté. Les appuis de Save the Children pour les ménages pauvres et très pauvres de Ourikela sont constitués de 6 tonnes de semences, 1040 sacs d'engrais pour une superficie exploitable de 4059 hectares. Les bénéficiaires, au nombre de 1387, sont répartis sur l'ensemble de la commune rurale de Ourikela. La cérémonie de distribution a mobilisé du monde. Les ménages très pauvres et pauvres sont caractérisés généralement par un faible pouvoir d'achat. Et c'est des gens qui dépendent beaucoup du marché parce que la production ne suffit pas pour couvrir les besoins. Et aussi, c'est des ménages qui n'ont vraiment pas de moyens pour pouvoir accéder aux intrants. Cette distribution d'engrais et de semences certifiées à Ourikela, cercle de Yorosso, est une activité liée à l'exécution du projet de sécurité alimentaire de Save the Children, initié à partir de son programme d'urgence au Mali. Elle vise à renforcer les capacités des ménages pauvres et très pauvres. Une population qui a faim ne peut pas être en bonne santé. C'est toute l'importance qu'on accorde à cet appui envers cette communauté pour que les démunis et les très démunis puissent aussi avoir à manger pour que leur sécurité alimentaire puisse être assurée, leur état de santé amélioré et à travers cette activité qu'ils puissent envoyer plus même d'enfants à l'école. Ainsi, les bénéficiaires pour l'ensemble du cercle de Yorosso s'élèvent à 8000 ménages pauvres et très pauvres. Le coût des engrais et semences certifiées est estimé à 120 millions de francs CFA. C'est des semences, ce n'est pas à consommer. Vous connaissez ce que des semences traitées. C'est des semences qui sont traitées avec du poison contre des insectes. Ce n'est pas à manger. C'est des engrais qui ne doivent pas être vendus. Si vous les voyez au marché, il faut les prendre. Bien avant, une formation sur la microdose en fertilisation minérale avait eu lieu. Le Mali saisira la Cour pénale internationale dès la semaine prochaine par rapport à la destruction des biens culturels dans la ville de Tombouctou. Le dossier est en cours de préparation, assure le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme. Madame Diallo Fadima Touré est l'invitée aujourd'hui de l'interview de la semaine. Nous vous proposons ici un extrait. On prépare les dossiers. Comme vous le savez, nous avons entrepris les procédures de plainte au niveau de la Cour pénale internationale parce que c'est un crime qui a été commis. Les auteurs qui ne se sont même pas cachés, vous avez vu comme moi, ils se sont bien vantés de dire c'est nous qui l'avons fait et voilà, et ceci et cela. Donc nous avons constitué un dossier qu'on va déposer au niveau de la CPI, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et puis eux, de leur côté également, sont en train d'attendre. Ils sont même pressés parce que c'est un crime qui a été commis contre l'humanité. Vous portez plainte contre l'histoire. AQMI, Ansardine. Vous savez, c'est des bandes armées. Nous avons fait nos enquêtes, nous avons mené nos enquêtes tant qu'on pouvait. Du côté de ces pays, il y aura également des enquêtes. Vous avez vu les personnes qui sont identifiables, quand même.
Donc nous avons des individus qui sont reconnus, qui feront l'objet de plaintes, c'est certain. Est-ce que vous avez aujourd'hui des craintes pour d'autres biens culturels de Tombouctou et des régions du Nord? Quand je parle de Tombouctou, je pense notamment aux manuscrits. Oui, je vous dirais, nous avons vraiment des soucis pour ça. Parce que ces personnes qui se clament d'un islam que nous ne connaissons pas, que nous ne reconnaissons pas, sont capables de tout. Sont capables de tout. L'interview de la semaine, c'est à suivre après ce journal, un entretien dirigé de main de maître par Yaya Konaté. Et puis, retenez que la semaine du patrimoine culturel débutera la semaine prochaine au Centre international de conférence de Bamako. Le thème cette année est patrimoine culturel, facteur de dialogue, de paix et de cohésion sociale pour la consolidation de l'unité nationale. Ça y est, fini le suspense. Patrice Carteron sera le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali. Il est français. Le technicien français de 42 ans a été choisi par la Fédération malienne de football parmi un nombre important de postulants. Celui qui succède à Alain Giresse a une petite expérience d'entraîneur. Patrice Carteron a dirigé que l'AS Cannes en national, c'est-à-dire l'équivalent de la 3e division, et Dijon qu'il a fait monter en Ligue 1 française lors de la saison 2010-2011. Patrice Carteron aura comme mission la double qualification des Aigles du Mali à la Cannes 2013 et à la Coupe du Monde 2014. Une information, une nouvelle qui nous a été donnée par le desk sport de la télévision nationale. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain 10h, Sira Bachili, et à 13h, Aïssata Ibrahima Meiga, et 18h-20h, vous serez en compagnie de Ndeye Sissoko. D'ici là, on n'oublie pas nos compatriotes des régions du Nord, du Mali, Gao, Kidal, Tombouctou, vivant sous occupation. Nous sommes de cœur et d'action avec vous. Bonne suite de programme. Excellente nuit à tous.